Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce Boulogne ASSE? Bonjour à tous, c'est Green. Aujourd'hui, on se retrouve pour débrief un petit peu, surtout analyser le dernier match des Verts, donc Boulogne ASSE, qui a été remporté 1-0. C'est un match qui semblait déséquilibré sur le papier, au vu des deux statuts des deux clubs. Mais au final, ça n'a pas été si facile pour les Verts qui ont mis longtemps quand même à trouver la faille. Et donc aujourd'hui, on va analyser ce match qui, selon moi, a été marqué notamment par de grandes phases de possession. Vous voyez, si on regarde un petit peu les stats, on a eu plus de 71% de possession pour les Verts, contre seulement 29 pour Boulogne, donc c'est vraiment assez intéressant. On a aussi eu, par exemple, 732 passes de la part des Stéphanois. Donc c'est quand même un gros volume de possession. C'est pas quelque chose qu'on a été habitué au vu de la saison dernière, mais pour le coup, je pense que c'est quelque chose qu'on va être amené à revoir. Vous voyez, si on regarde la différence de budget entre Saint-Étienne et les autres clubs de Ligue 2, moi je pense qu'on va reavoir des blocs bas comme ça. Et du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de voir un peu en fait qu'est-ce que cette possession reflète du jeu stéphanois. Donc dans un premier temps, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui est intéressant dans cette possession, qu'est-ce qu'elle reflète de bien, mais aussi dans un second temps les problèmes, et à la fin on va regarder un petit peu les axes de progression, comment sortir un peu de ce schéma-là, et comment les Verts vont pouvoir un petit peu bonifier cette possession par la suite, avec évidemment des chiffres encore une fois, et des choses assez concrètes. Bon, d'abord, pour commencer un peu dans les points positifs, moi j'aimerais parler de la pression. C'est pas quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler suite au match. On l'a un peu prise pour acquise, cette pression qu'on met depuis qu'on joue sous Eric Horneland. Mais il faut se dire que si on est capable de mettre en place de telles séquences de possession, c'est parce qu'on presse pas trop mal. C'est pas encore parfait, mais il y a des choses intéressantes. Vous voyez, déjà je reprends un petit peu le système de pression qu'on met avec Horneland, qui est assez peu commun. Enfin, je n'ai pas encore vu d'autres équipes qui pressaient comme ça. Il y a eu une autre vidéo YouTube qui l'explique très bien, mais je reprends rapidement. En fait, vous voyez, on a notamment les deux ailiers. Donc ici, Davitashvili, qu'on appellera Zuriko tout au long de la vidéo pour plus de simplicité, et Boeki, qui en fait, vous voyez, vont directement presser le gardien et les défenseurs, donc plutôt l'intérieur. Et ce sont nos milieux, donc ici, vous voyez, Tardieu et Mouefek qui vont venir presser l'extérieur. Donc là, on est sur une situation quand même un peu particulière parce que vous voyez, les joueurs de Boulogne, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Les défenseurs, ils sont placés pour lancer court, mais le milieu de terrain est très loin, donc c'est un peu distendu. Mais ça permet de bien voir à l'écran comment ils sont placés. Donc vous voyez, par exemple, si le gardien avait fait une passe sur le côté, ça aurait été à Tardieu d'y aller ici et à Mouefek de l'autre côté. Et Stassa a un rôle très important parce qu'en fait, lui, il va devoir toujours garder l'intérieur. Vous voyez, donc là, ici, par exemple, dans la plupart des cas, dans la plupart des matchs, c'est le numéro 6 adverse. Mais ça peut aussi être un autre joueur. En tout cas, Stassin est garant de l'intérieur et en fait il doit beaucoup se déplacer de gauche à droite parce que l'intérieur c'est une notion un peu subjective, ça dépend de la situation. Du coup voilà, ça c'était pour faire un petit rappel sur notre placement. Et vous voyez là, typiquement c'est une situation où on est bien en place et le gardien de Boulogne va devoir dégager en touche. Possession pour nous. Un autre exemple de pression haute, vous voyez, c'est la pression à la perte. Vous voyez, donc là c'est une pression un peu, on va dire, on est en place. La pression à la perte, c'est plutôt, on vient de finir une séquence de possession où on a le ballon, et tout de suite après la perte, la pression, on reste haut. Vous voyez, là typiquement, c'est une phase de jeu où on a Tardieu qui a perdu le ballon, et c'est pas grave, il y a Stassin qui reste haut, il y a Davitashvili, Tardieu, Anan et Mouefek, on est tous, vous voyez, comme ça. Vous voyez, il y a souvent Horneland qui au bord des matchs fait comme ça, vous voyez, il est très actif sur son banc. C'est ça, on étouffe l'adversaire. C'est très important dans ce genre de situation d'ailleurs que l'adversaire ait pas assez d'espace et aussi de qualité technique, ça joue, pour renverser l'autre côté. Parce que si on renverse, vous voyez, on a 1, 2, 3, 4, 5 joueurs éliminés. Donc c'est pour ça que c'est important d'étouffer, parce que si tu étouffes mal, tu te fais tuer en contre, c'est un peu arrivé pendant la préparation. Bon, ça c'était pour vous montrer un petit peu comment on était en place et comment on pressait. Et vous voyez, tout au long de ce match, c'est quelque chose qu'on a pu revoir. Là, notamment, j'ai une séquence à vous montrer où, vous voyez, là, c'est Ferreira qui arrive sur le côté et on a une séquence, on est à la 36e minute de jeu où on a enchaîné plus de 23 passes. Donc c'est une longue séquence où on traîne devant la surface, on n'est pas dangereux. Et ça aboutit sur pas grand-chose parce que Ferreira perd la balle. Et qu'est-ce qui se passe? Tout de suite après la perte de balle, vous voyez, Ferreira fonce pour récupérer. On a aussi Davitashvili. Là, ça doit être Boeki, qui est prêt à y aller aussi.
Et vous voyez, l'attitude est bonne parce que directement, en se rattrapant, il arrive à récupérer le ballon et on peut re-entamer une nouvelle phase de possession. Vous voyez, j'ai un autre exemple avec Anan. Vous voyez, Anan ici, qui a perdu le ballon suite à un excellent tacle du joueur de Bologne. Et bah tout de suite, vous voyez, après la perte, on a Tardieu qui est en place, mais là surtout Anan qui se retourne, fonce et arrive à récupérer le ballon. Donc là, on est quand même plus sur des attitudes qu'on a données aux joueurs, parce que pour l'instant, c'est pas d'une pression collective. Hein. Vous voyez, c'est surtout des récupérations individuelles, mais ça traduit quand même d'une volonté, d'une philosophie de jeu qu'on essaie d'inculquer aux joueurs. Mais vous voyez, c'est encore assez individualisé. Il y a encore besoin de rendre ça plus global. Mais c'est des attitudes qui sont quand même intéressantes parce qu'on récupère des ballons et on peut re-entamer des phases de possession. J'ai quand même des exemples de pression collective. Vous voyez, là par exemple, on a encore une perte de balle d'Anan. Anan, dont on parlera un petit peu tout à l'heure, qui a fait un match avec beaucoup de volume, je dirais. En bien et en mal. Du coup, Anan qui perd le ballon ici, vous voyez. Et tout de suite après la perte, on a ici Mouefek, Davitashvili et aussi Tardieu qui foncent récupérer le ballon. Donc vraiment cette volonté de venir presser très haut. Et vous voyez là directement Tardieu qui monte et c'est une balle encore récupérée pour les Verts. Donc ce que je veux dire, c'est que cette possession met en avant la pression. Même si ce serait peut-être plus profitable que sur ces ballons qu'on récupère haut, on arrive à être dangereux tout de suite. Mais en tout cas, s'il n'y avait pas de pression, il n'y aurait pas de possession. Et il faut aussi avoir en tête que ces séquences de possession, c'est quelque chose que Horneland veut. Et vous voyez dans cet article, on voit Horneland qui nous dit que en fait, le salut des siens en Ligue 1 passera par la possession du ballon. En tout cas, c'est dans la philosophie de jeu d'Horneland de garder le ballon et de multiplier les temps de jeu comme ça. En tout cas, c'est quelque chose qui, lui, il a envie d'avoir. C'est pas un entraîneur de bloc bas ou de transition rapide. C'est son jeu. C'est aussi une possession qui est, entre guillemets, défensive. C'est-à-dire que quand ton adversaire n'a pas le ballon, il ne peut pas marquer de but. C'est bête, mais vous voyez des équipes par exemple, alors je prends des échelles très grandes, mais comme l'Espagne, en fait cette possession un peu stérile parfois, c'est une manière de protéger ton but. Ça veut pas dire qu'on peut pas se faire ouvrir en contre, ça arrive à tout le monde. Mais c'est quelque chose à avoir en tête, je pense que c'est assez intéressant. Bon, maintenant on va revenir un peu plus au problème de cette possession. Déjà tout le monde a en tête une chose, c'est que c'est quand même assez stérile. On s'est pas créé énormément d'occasions. Notre première occasion, je crois que c'est à l'entrée de Cardona qui fait une tête sur le poteau. C'est quand même à partir de la 60e. C'est insuffisant. On a quand même eu des situations intéressantes, mais pas d'occasion véritable, et ça c'est quand même dommageable. Mais bon, ça c'est ce que tout le monde a en tête. Moi, ce que je voulais mettre en avant par le problème de cette possession stérile, qu'est-ce que ça montrait sur ce match ? Et le premier point, c'était, je trouve, Stassin. Donc Stassin, c'était son premier match titulaire depuis de la saison, en fait, tout simplement. Et donc, il est encore en prise de repère, il est encore, voyez, en réathlétisation un petit peu. Il n'a pas fait un grand match Stassin, même si c'est pas faute d'avoir essayé. Ce que je veux dire, c'est qu'il a quand même fait beaucoup d'appels, il a vraiment essayé de se rendre disponible. Vous voyez notamment, ici vous voyez, on a Stassin qui voit l'espace, essaye de faire un appel aux profondeurs, Tardieu qui le sert, mais malheureusement c'est trop long. Et ça c'est des séquences qu'on va voir un petit peu tout le match. Vous voyez là par exemple ici, on a un espace par là, Ferreira qui voit Stassin, il s'engouffre dans l'espace, mais ça va rien donner, ce sera trop long. En fait, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que Stassin il va vraiment essayer tout au long du match de se rendre le plus disponible possible. Donc ici par des appels en profondeur, mais ça peut être aussi parfois par redescendre et essayer de combiner avec ses coéquipiers. Vous voyez là par exemple, il redescend, il va essayer de combiner ici avec Boaki. Donc vous voyez, il part de là, il est ici, et il donne la balle à Boaki. Mais ça va rien donner. En fait, il essaie de se rendre disponible, mais le fait qu'on ait une possession stérile, ça montre que Stassin n'a pas réussi à être dangereux et n'a pas été servi dans de bonnes conditions aussi. Il y a eu un problème en tout cas dans la complémentarité de nos attaquants parce que Stassin il a fait ce qu'il pouvait, mais ses appels n'ont pas été utilisés par les autres. Vous voyez, il y a aussi eu du jeu de déviation qu'il a essayé de faire. L'idée est bonne là, je redescends, pour orienter sur Boaki. Vous voyez ici on dirait que la passe elle pourrait même marcher, mais au final ça finit en touche. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense pas que Stassin soit un problème dans ce jeu de possession à terme. Il a la capacité de jouer avec ses coéquipiers.
Sauf que là, ça n'a pas bien marché, et du coup, le jeu a été particulièrement stérile. Il va falloir par la suite qu'on arrive à mieux utiliser les appels de Stassin. Vous voyez, souvent dans la profondeur, si on le sert pas, ça doit ouvrir un espace ailleurs. Donc ça, c'est plutôt, je pense, au travail des ailiers, Zurico et Boeki. Mais je pense qu'à terme, Stassin est très bien pour ce type de jeu-là. Et de toute façon, on connaît les qualités de Stassin, faut pas remettre en question suite à ce match. Alors maintenant, on va un peu passer aux axes de progression. En fait, comment on va pouvoir sortir un peu parfois de ce schéma de possession pour être plus dangereux, mais aussi qu'est-ce qui va arriver dans le futur pour que ce soit bonifié. La première chose que j'aimerais mettre en avant, c'est le jeu direct. Plusieurs fois dans ce match, on a été capable de jouer un peu plus direct et c'est là où on a été dangereux. Vous voyez, typiquement 51e minute de jeu, il me semble que là c'est Jaber qui va sur une récupération plutôt basse pour le coup, directement orienté sur Stassin. Stassin qui revient à l'intérieur, sert Boeki qui sert Zurico. Et c'est une frappe contrée, mais vous voyez là, quand on prend le screen comme ça, on est quand même sur une situation de but très intéressante. Et ça, c'est pas des situations qu'on a réussi à avoir en jeu de possession, c'est une situation qu'on a eue sur un jeu direct. Je dirais pas un contre, je dirais plutôt une attaque rapide. Mais vous voyez, sur ces attaques rapides, on a vu qu'on pouvait être dangereux. C'est aussi quelque chose qu'on a vu tout au long du match avec un homme. C'est notre cher Hanan. Alors Hanan qui a fait un match plein de volume, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous voyez, si on reprend un petit peu les stats individuelles, c'est le deuxième joueur à avoir touché le plus de ballons. Donc il a été très actif sur son côté gauche, notamment, alors plutôt pour de la construction, il y a eu beaucoup de séquences où il touche beaucoup de ballons, mais il a aussi tenté beaucoup de passes vers l'avant très directes, notamment pour son compère Davitashvili, donc vraiment ailier gauche et latéral gauche, un début de connexion un petit peu qui reste encore à être établi. Mais vous voyez, on a plusieurs séquences. Donc là, vous voyez, 10e minute de jeu, Hanan qui récupère le ballon quand même, qui est assez bas. Directement, il sert Zurico dans le dos. Et c'est une situation qui va être assez dangereuse parce que Zurico, il va finir juste ici dans la surface. Je sais pas si vous vous souvenez de cette situation, c'est un ballon qui va être contré. Donc c'est assez intéressant et ça on l'a eu tout au long du match. Ça n'a pas toujours marché, Hanan il tente beaucoup, il réussit pas tout le temps, mais à force de tenter, ça passe parfois. Et vous voyez, on a une autre situation, donc là c'est Nadé qui a le ballon, mais on n'a pas le screen où c'est Hanan qui tient le ballon, mais c'est bien Hanan qui fait la passe. Directement pour Davitashvili, un peu dans le dos. Là pour le coup ça donnera rien, on en a encore une à la 43e, encore dans le dos. Là vous voyez, quand on voit le screen comme ça, c'est assez intéressant, Davitashvili qui est vraiment dans le dos. N'empêche que dans le lot, on a eu beaucoup de passes intéressantes. Vous voyez là, encore une fois Hanan qui va venir servir encore une fois Davitashvili. J'ai pas pu trouver la stat du nombre de passes que Hanan a fait à Davitashvili, mais franchement ils se sont beaucoup trouvés tous les deux. Mais c'est encore une fois intéressant, Davitashvili qui est dans le dos de la défense, tout le monde qui se projette et qui va finir juste ici. Alors je crois que ça va pas donner grand chose encore une fois parce qu'on manque un peu de présence et d'espace, mais c'est toujours intéressant. Et encore une fois Hanan qui ici va resservir cette fois-ci Doufus qui vient de rentrer dans le dos et ça va donner un face à face avec le gardien qui va très très bien sortir sur Doufus. Ce que je veux dire, c'est que le jeu direct, parfois ça marche mieux que nos séquences un peu stériles. Et c'est quelque chose dont Hanan a été vraiment un acteur majeur tout au long du match. Alors Hanan n'a pas fait un match parfait, je suis d'accord, il y a eu beaucoup de déchets. Mais n'empêche, vous voyez, dans le lot quand même, ça fait peut-être 3-4 situations intéressantes par la passe, parce qu'il ose, parce qu'il tente. Et ça, quand on est dans un schéma un peu stérile, on peut pas en vouloir à un joueur d'essayer un peu de casser un peu ça. Donc franchement, moi je pense que c'est quelque chose à mettre en avant. Dans le jeu direct, il y a un deuxième homme qui a pas mal aidé dans ce registre-là, c'est Doufus. Alors Doufus, lui, j'ai pas commenté son match contre Rodez, mais il a une dalle incroyable. On avait fait une analyse sur lui avant qu'il signe à Saint-Étienne, c'était assez intéressant. Mais vous voyez, on a encore une fois cette action, en fait, Doufus qui va toujours venir chercher l'espace, il va toujours venir vers l'avant. Donc là, quand il est servi par Hanan pour ce face-à-face, mais on a aussi d'autres séquences. Vous voyez la récupération basse, directement, on a Cardona qui est assez haut sur le terrain, Doufus dos au jeu, mais pourtant, alors là on voit pas bien sur le screen, mais il semblerait qu'il regarde rapidement en direction de Cardona.
Et il va essayer, hop, de directement jouer sur lui. Vous voyez Cardona qui se met un peu en contorsionniste là-dessus. Bon, ça va pas aboutir à quelque chose, la passe va être loupée. Mais il la récupère parce que pressing à la perte, encore une fois. Et ça, Doufus, il est très bon là-dedans, très agressif, beaucoup d'énergie. Et cette fois-ci, il va pouvoir resservir Cardona. Et à la fin, on aboutit sur Tardieu, juste ici, qui va avoir notre peut-être plus grosse occasion du match avec le but et la tête de Cardo. Donc vous voyez, encore une fois, une attaque rapide. Et Doufus est vraiment un élément central là-dedans. Il a la dalle, il va vite, il va aller vite, il va aller fort. Et ça, c'est vraiment intéressant pour nous qui avons un jeu peut-être un peu trop stérile, un peu trop stéréotypé parfois. Et ça, c'est quand même vachement intéressant. Donc le Doufus à surveiller, qui amène cette spontanéité-là, cette envie de jouer vite et fort. Ensuite, pour continuer, pour continuer sur les axes de progression, donc là on a vu un petit peu comment sortir de ce schéma un peu de possession. Là, je vais parler un peu de comment le bonifier. Et pour ça, un élément assez fondamental, ça va être les renforts. J'explique. Je triche un petit peu. Quand je parle de renforts, je parle notamment d'un homme, enfin j'en parle de deux exactement. Mais le premier, c'est Bernauer qui va revenir. Alors, Bernauer, c'est un peu une interrogation parce que la charnière quand même Nadé-Chico Lamba marche très bien. Mais on sait qu'il a un rôle important dans le vestiaire, on sait qu'il a fait une préparation intéressante, qu'il est important dans le placement des lignes. Moi, je pense qu'il va peut-être retrouver une place. À voir, peut-être qu'on va avoir une concurrence. En tout cas, le profil de Bernauer est super intéressant parce qu'on sait que c'est un défenseur qui a du ballon, qui aime relancer. On l'a vraiment vu l'année dernière. Hein. Et ça, dans ce schéma-là de possession, ça va être très intéressant parce que Bernauer va peut-être aider à casser des lignes, à trouver la passe qu'il faut, à jouer un peu plus direct. Et ça, c'est un renfort quand même qui va être intéressant pour les semaines à venir. Il est annoncé comme... il revient tout juste de blessure. Normalement, il devrait être opérationnel pour le match contre Grenoble. Donc moi, je pense que l'arrivée de Bernauer va être intéressante à suivre dans ce schéma de possession. Et mon deuxième renfort, mon deuxième motif d'espoir pour la suite, c'est avoir un milieu créatif. Donc on sait qu'il y a un vrai besoin. Je pense que samedi, c'était criant quand on regardait le match. Et ça tombe bien, on a un joueur dans notre effectif qui, je pense, a cette palette technique-là. C'est un certain Benjamin Bouchoirie. Et c'est dommage, il est annoncé en partance. Je ne sais pas s'il partira au final, même si ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu porter le maillot vert. Quoi qu'il en soit, si Bouchoirie reste, je pense qu'il y aura une vraie plus-value dans l'effectif et dans ce jeu-là de possession. Ce serait intéressant et tout à fait nécessaire. Mais voilà, on n'a pas actuellement dans notre milieu de terrain un joueur créatif. Alors Bouchoirie, c'est pas un joueur qui va vous faire beaucoup de passes décisives dans une saison, mais il a cette palette technique là et je suis sûr qu'en Ligue 2, dans cette configuration là, de toute façon on l'a déjà vu, il apporterait énormément. Si Bouchoirie part, c'est son remplaçant qui m'intéresse et actuellement c'est Bardelli qui est annoncé comme le potentiel remplaçant de Bouchoirie. Donc l'ancien joueur milieu offensif de Dunkerque. Il est évalué à 3,5 millions sur Transfermarkt. Il a bien commencé la saison, avec déjà un but et une passe décisive avec Dunkerque. Voilà, assez intéressant, un profil en tout cas dont on a besoin. Quand on regarde un petit peu ses stats sur FootMob, on voit que c'est quand même un milieu offensif qui a joué dans une belle équipe de Dunkerque l'année dernière. Donc à voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Mais vous voyez, c'est 5 passes décisives l'année dernière, c'est quand même... plutôt intéressant. Vous voyez, il est 85e centile dans les nombres de touches dans la surface adverse. Balle touchée, j'entends. Donc c'est assez intéressant. Si Bardelli ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Si vous voulez, on pourra faire une petite vidéo spéciale sur lui, analyse. Parce que c'est vraiment un profil dont on a besoin. Donc, à voir. Et donc, je viens de vous dire qu'on avait besoin d'un milieu offensif avec une palette technique pour apporter dans ce jeu-là. Mais en fait, on a besoin de manière globale que nos joueurs dépassent un peu leurs fonctions, notamment nos milieux, pour qu'ils apportent plus offensivement. Et quelqu'un qui l'a très bien fait lors du dernier match, c'est Aymen Mouefek, donc qui est un des rares milieux qui est capable d'aller de l'avant. Vous voyez, si on regarde ses stats avancées, vous voyez Mouefek qui est le joueur stéphanois qui a touché le plus de ballons dans la surface adverse. Donc 7 ballons, c'est quand même beaucoup. C'est autant que Davitashvili, les deux sont premiers égalité. Mais Mouefek qui s'est vraiment beaucoup projeté, qui essaye de se mettre en avant. Hein. C'est lui qui fait la passe décisive à Zorico. Je crois qu'il est déjà à 3 passes D cette saison. Donc c'est vraiment essentiel. Vous
voyez, c'est un joueur qui est capable d'aller de l'avant. Donc vous voyez, par exemple, on a cette séquence qui l'illustre très bien. Donc vous voyez, on est ici 58e minute de jeu. Mouefek, hop, il reçoit le ballon dos au jeu entre les deux défenseurs de Boulogne. Et pourtant, il va pouvoir se retourner et se projeter vers l'avant. Jusqu'ici, bon, le souci c'est qu'on n'a pas réussi à se projeter suffisamment rapidement. Vous voyez là, typiquement, David Tajuli qui est un peu loin de l'action et ici qui sert pas de solution à Mouefek. Et les autres joueurs stéphanois qui sont un peu pris. Et au final, ça va finir jusqu'ici dans la surface. Donc ça n'a pas été beaucoup bonifié dans ce match, mais en tout cas c'est le genre de comportement, de dépassement de fonction dont on a besoin, parce que ça apporte beaucoup dans le jeu offensif. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on a abordé beaucoup de choses au final pour un simple match contre le 18e de Ligue 2, mais c'était assez intéressant d'analyser un peu, voyez, ce jeu de possession, qu'est-ce que ça induit, comment on va pouvoir l'améliorer par la suite. Mais en tout cas, les Verts font un bon début de saison. C'est assez intéressant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner par la suite. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou un commentaire, ça fait plaisir. Merci à tous pour vos retours lors des 2 premières vidéos qui étaient vraiment bons, ça fait plaisir. Écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle analyse en fonction des matchs et des rumeurs mercato. Salut!